Je suis sûr que vous pensez connaître les Vikings. Ces fameux aventuriers et pillards qui ont sillonné les mers à la recherche de fortune, de gloire, de territoire, et tout ça pendant près de 300 ans, du 8e siècle au 11e siècle. Mais est-ce que ce sont vraiment ces barbares sanguinaires qu'on nous a décrits? Grâce à leur ingéniosité, ils ont façonné de puissants navires. Les Vikings faisaient partie des meilleurs artisans. Ils plaçaient beaucoup de leur fierté dans leurs navires, Avec lesquels ils ont changé le destin de l'Europe, et souvent dans le sang. Ils débarquent par surprise, ils suscitent la panique. Pourtant, ce sont aussi d'habiles marchands et artisans, qui développent une culture bien plus raffinée qu'on ne l'imaginait. Ce n'est pas juste un endroit grossier pour des barbares. C'est une communauté de personnes cultivant le goût, la musique et l'art. À bord de leurs embarcations, les Vikings se sont installés dans des contrées inexplorées par les Européens et de façon plus stratégique qu'on ne le croyait. Ils n'y vont pas au gré du hasard ou par accident, ni parce qu'ils se perdent en mer. Et le rôle des femmes reste encore sujet à question. Est-ce qu'elle avait des fonctions guerrières, commerciales ou plus politiques? Ces Scandinaves pratiquent des rites mystérieux pour s'attirer les faveurs des dieux. Tous les 9 ans, ils sacrifiaient 99 chevaux et 99 humains. Grâce aux archéologues, notre connaissance de l'âge viking ne fait que grandir. Qu'est-ce qu'on peut trouver derrière ce mur? telle est la question. Allons jeter un coup d'œil. Je suis Benjamin Briot, alias Nota Bene sur Internet. Ma passion, c'est de transmettre l'histoire en allant à l'encontre des idées reçues. Je vous emmène sur le terrain, au plus près des dernières recherches archéologiques, à la rencontre d'historiens et de scientifiques. Ensemble, partons à la découverte de ceux qu'on appelle Vikings. Mon enquête débute au Danemark, l'un des berceaux des Vikings. À l'aube du 8e siècle, il n'existe pas encore de royaume unifié en Scandinavie, mais un ensemble de sociétés avec ses chefs locaux. Qu'est-ce qui a motivé l'émergence des Vikings? À Ribe, les archéologues ont fait une découverte extraordinaire, les vestiges d'un port marchand datant des années 700. Le directeur des fouilles, Søren Sindbæk, nous explique comment ce marché a favorisé les débuts de l'âge viking plusieurs générations avant les raids. Vous vous trouvez ici, littéralement au-dessus d'une cité perdue de l'âge viking. C'était le centre de la première ville de Scandinavie. En tout cas, quelque chose de totalement différent des villages disséminés dans la campagne où les gens vivaient. Alors c'est vrai que quand on marche ici, c'est magnifique, mais on a du mal à se représenter à quoi ça ressemblait, ce centre urbain. Nous serions probablement surpris car il n'existait pas de maisons à plusieurs étages ou de grands bâtiments en pierre. C'était des petites chaumières. Pour quelqu'un de l'âge viking, c'était vraiment nouveau, parce qu'il ne s'agissait plus de fermes éparses placées chacune sur leur parcelle de terre. Une maison se trouvait à côté d'une autre et ainsi de suite. Dans chaque maison, il se passait quelque chose de spécial. Il y avait l'atelier du fabricant de peignes, celui des perles et toutes sortes d'artisans. Et l'activité qu'on trouve ici par rapport peut-être à d'autres ports, est-ce qu'elle était plutôt saisonnière ou c'était toute l'année? Au début de nos fouilles, nous pensions que c'était un marché saisonnier. Mais nous avons découvert tout autre chose ensuite. En fait, dès l'origine, il y avait des maisons permanentes ici, toute l'année. Qu'est-ce qui fait de Ribe un endroit si extraordinaire dans la Scandinavie du 8e siècle? Au cours de la période précédant l'âge viking, c'est un site unique, vraiment. Parce que c'est la seule ville commerçante au début du 8e siècle. Peu à peu, d'autres villes comme celle-ci ont vu le jour. C'est ce qui a permis aux différents groupes de se connecter, grâce à ces supermarchés vikings, disons. Depuis les marchés danois de Ribe, puis Hedeby, les marchés norvégiens à Koppang ou encore suédois à Birka,
les Scandinaves déploient un tout nouveau réseau de commerce. Ils se connectent à des comptoirs internationaux comme Hambourg ou Kentovik. C'est un tournant dans leur histoire. Pour faire grandir ce commerce, les artisans produisent de nombreux biens destinés à la vente. À Ribe, des milliers d'entre eux ont été retrouvés admirablement préservés. Ils soulignent des aspects méconnus de la culture scandinave. Regardez ça. Voilà ce qu'ils fabriquaient. C'est fou, c'est très raffiné, il y a beaucoup de détails. Exactement. Finalement, les Vikings, ils prenaient soin d'eux. Ils étaient très élégants et faisaient très attention à leur apparence. Ils étaient plutôt aisés, possédaient de beaux objets comme cela et portaient de beaux vêtements. Est-ce qu'ils avaient aussi peut-être des bijoux? Est-ce qu'ils prenaient... Il y en a beaucoup. Regardez cette petite pièce. C'est l'une des plus belles. Oh, une petite hache. C'est... oui, tout en ambre. Elle était accrochée à une petite chaîne par ici. Il s'agit peut-être d'un symbole religieux ou de protection. En tout cas, j'ai vraiment l'impression d'être un enfant devant tout ça, à découvrir tous ces objets. L'une des choses que nous avons trouvées, qui est vraiment extraordinaire et à laquelle on ne s'attendait pas, c'est cet objet. Je vais le sortir avec beaucoup de précaution, car il est très rare. Il s'agit de la partie supérieure d'une lyre. Et nous avons toujours pensé que c'était réservé aux aristocrates les plus raffinés. Mais voilà une pièce trouvée dans une maison modeste de Ribe. Ce n'est donc pas seulement un endroit grossier pour des barbares. C'est une communauté de personnes cultivant le goût, la musique et l'art. On sent les prémices de cet âge d'or des Vikings qui va arriver. Est-ce qu'on peut dire que Ribe, c'est le début de l'âge viking? Je pense que oui. Un modèle de commerce s'est mis en place et la navigation longue distance en découle. Ça devient un élément culturel clé. Tout cela engendre l'âge viking. Au sens strict, le viking désigne toute personne qui prend la mer pour acquérir des richesses par le commerce ou le pillage. Le développement du transport maritime conduit peu à peu à la conception d'un navire révolutionnaire, le bateau long, qui va semer la panique sur son passage. Au musée de Roskilde, le conservateur Morten Ravn me confie les secrets de la puissance du bateau long, déterminante pour l'expansion viking. Un bateau long est allongé et fin. Dans ce cas, lorsqu'il s'agit d'un aussi grand navire, il mesure près de 31 mètres de long et un peu moins de 4 mètres de large. De tels vaisseaux étaient utilisés pour le transport rapide d'un équipage armé. C'était donc une conception légère. Ils étaient très flexibles et solides en même temps. Au cours des raids, ces vaisseaux étaient nettement supérieurs et conçus pour ce type d'attaque. J'aimerais vraiment comprendre comment ces navires de guerre sont construits et quelles parties on peut trouver sur le bateau. Le navire était conçu à partir de la coque. On commençait par poser la quille et par élever les étraves. Puis, les planches étaient placées de manière à se chevaucher. C'est ce qu'on appelle le bordage à clin. Le tout était assemblé avec des rivets et des mèches de fer. On plaçait ensuite différents bois du plancher, comme ceux que l'on peut voir ici. Et enfin, il y a un autre détail. On peut voir ici cette partie de bois qui s'appelle la carlingue. Cela fait partie de l'endroit où le mât du navire était planté. Ce bateau long exposé à Roskilde était fabriqué en chêne. Il transportait environ 70 hommes, dont 60 pouvaient ramer. Une des spécificités du navire, c'était ce mât escamotable qui permettait de mieux naviguer en cas de tempête ou de surprendre l'ennemi en cachant la voile. Celle-ci mesurait 120 mètres carrés et nécessitait la laine de 200 moutons. Seuls les chefs fortunés avaient les moyens de financer de telles embarcations au design d'exception.
Sans ces navires, les Vikings ne seraient jamais allés si loin partout dans l'Europe. On pourrait dire que c'est peut-être les meilleurs charpentiers ou les meilleurs navigateurs de leur époque. Oui, ici, dans le nord de l'Europe, les Scandinaves, les Vikings, faisaient partie des meilleurs artisans qui construisaient avec du bois et dans ce style. Ils plaçaient une grande partie de leur fierté dans leurs navires. Le summum de la technologie à l'époque, c'était ces bateaux. Attenant au musée, se trouve un chantier naval où sont reconstruits des navires vikings. Morten m'emmène à bord de la réplique d'un bateau long capable d'accueillir 70 marins pour m'initier au savoir-faire de ces navigateurs chevronnés. Ça fait quand même beaucoup de monde pour ce bateau. Comment est-ce qu'ils faisaient pour la nourriture et pour leur équipement ? Pour un équipage aussi important que celui-ci, vous aviez de la nourriture pour environ une semaine et les provisions étaient stockées sous le pont. En soulevant une planche du pont, juste en dessous, vous pouviez ranger non seulement l'approvisionnement, mais aussi des armes et d'autres équipements ou fournitures. Sur un grand bateau comme ça, on peut aussi se poser la question de la communication à bord, parce que j'imagine que ça doit être compliqué de communiquer. Vous devez imaginer que lorsque vous êtes en mer, il y a beaucoup de bruit provenant du vent et de tout ce qui vous entoure. La large voile carrée au milieu du navire, au niveau du mât, rendait très difficile, voire impossible pour le timonier et le skipper, dans l'autre moitié du navire, de voir réellement où ils allaient. Mais on a compris que l'on pouvait utiliser un intermédiaire. C'était une personne qui se tenait ici, près du mât, et qui communiquait les observations faites par la vigie, mais aussi les commandes du skipper au reste de l'équipage. Sur ce type de bateau, est-ce que c'est des guerriers professionnels ou est-ce que c'est plutôt des fermiers qui espèrent pouvoir trouver une vie meilleure ailleurs ? Il existait probablement un mélange à la fois de guerriers professionnels et de personnes qui, à certains moments, agissaient comme guerriers et à d'autres moments, faisaient bien d'autres métiers. Un tel navire, comme celui sur lequel nous sommes, est en fait un très bon endroit pour entraîner un équipage. Au lieu de rester un simple guerrier, vous faisiez partie d'une unité militaire, d'une véritable communauté à bord. Avec ces navires, depuis la Scandinavie, les premiers raids sont lancés au milieu du 8e siècle. En 793, à Lindisfarne, les Vikings attaquent un monastère anglais. Ce pillage, perçu comme sacrilège, émeut l'Europe chrétienne. À partir de 799, ces hommes du Nord plongent les Francs de l'Empire carolingien dans la terreur. Je rejoins l'historien Jean Renaud, qui, depuis plus de 30 ans, enquête sur les incursions vikings en France. Bonjour à vous, Jean. Bonjour. Merci de m'accorder un petit peu de temps. Avec plaisir. Alors, où est-ce qu'on se trouve ici ? Alors ici, nous sommes sur la plage de la Linière, au nord de l'île de Noirmoutier. Le Noirmoutier, c'est une des premières cibles connues des Vikings en France. Cette plage est bien située, donc au nord de l'île, facile d'accès et idéale pour un débarquement discret de la part des Vikings. Ils débarquent par surprise, ils suscitent la panique, ça c'est essentiel. Ils font main basse sur tout ce qui a de la valeur pour eux, et puis ils reprennent la mer aussitôt que possible. Tout ça assez rapidement, de façon à ce qu'aucune résistance ne puisse s'organiser. Donc cette rapidité, j'imagine qu'elle fait partie de tout un arsenal autour de la discrétion, mais à ça on peut peut-être ajouter aussi le renseignement. Bon, effectivement, les Vikings étaient bien renseignés, et soit par ouï-dire, soit en rencontrant des marchands, quelque part, ils ont entendu parler de la prospérité de son monastère et de la prospérité de son port aussi. À quelques kilomètres de la plage, c'est en effet le monastère Saint-Philibert qui attire la convoitise des Vikings. L'abbaye a disparu depuis longtemps sous les attaques. À l'époque, ces pillards s'en prennent à un vaste domaine entouré d'une enceinte monastique où se dresse une église abbatiale, un cloître et à l'écart un sanctuaire, la chapelle abritant le sarcophage de Saint-Philibert. À l'est comme au sud, la mer baigne cette enceinte monastique pour former un port naturel. Pourquoi les Vikings sont venus jusqu'ici ? Qu'est-ce qui les intéressait en fait dans cette abbaye ?
Ce qui intéresse les Vikings, c'est s'enrichir. Ils sont attirés par la richesse du lieu, de l'abbaye elle-même, et donc ils sont aussi attirés par l'intense activité portuaire des moines, et notamment leur commerce, qui est celui du sel, qui est une matière très recherchée des Vikings. Si les Vikings s'attaquaient à l'abbaye, on peut imaginer que le village qui était juste à côté, les villageois, c'est aussi une richesse. Ah oui, vous voulez dire qu'ils ont peut-être pris des captifs? Oui, probablement. L'esclavage, c'était quand même un des gros gagne-pains des Vikings. Et donc, ça faisait partie du butin, finalement. Pendant plus de 40 ans, les Vikings assaillent l'île. Il ne reste plus rien de l'abbaye, sauf quelques traces dans la crypte située sous l'église actuelle. Il ne reste ici que des murs. Ça date de l'époque mérovingienne, hein, donc du 7e siècle. Le tombeau de Saint-Philbert se trouvait ici, à cet emplacement-là. Ce n'est pas le sarcophage d'origine, mais un simple cénotaphe, un tombeau vide. Parce que le sarcophage est parti en même temps que les moines lorsqu'ils ont décidé d'abandonner l'abbaye en 836, après plusieurs attaques contre le monastère. Pourquoi justement cette violence des Vikings, elle a vraiment marqué les esprits chez les Francs? En fait, je crois que les dégâts matériels étaient considérables, bien évidemment, mais pas aussi catastrophiques qu'on l'imagine souvent. En revanche, l'angoisse ou l'affolement, c'est ça qui a laissé une trace durable dans la mémoire collective occidentale. Tous les documents médiévaux insistent sur la barbarie de ces païens assoiffés de sang. Est-ce que ces chroniqueurs qui étaient chrétiens, ils exagéraient pas un peu le trait vis-à-vis des Vikings? En fait, la violence était omniprésente dans toute l'Europe. Et les clercs avaient tendance à minimiser la violence des Occidentaux et puis à exagérer largement la violence des Vikings. Mais c'est vrai que les Vikings étaient quand même violents, mais ils n'étaient pas les seuls. Après 840, des opérations beaucoup plus ambitieuses ébranlent l'Empire carolingien. Déjà fragilisé par la mort de Charlemagne en 814, cet empire est disloqué en 843 entre ses 3 petits-enfants. Capables de remonter les fleuves, les navires vikings profitent de cette période de guerre civile pour frapper des villes éloignées des côtes. Les flottes grandissent, les raids s'intensifient et les Vikings hivernent sur place. Pour les Francs, c'est une véritable apocalypse. Au Musée des Beaux-Arts de Rouen, en Normandie, Lucie Malbos, spécialiste de l'histoire médiévale, me présente une série d'objets qui témoignent du passage des Vikings en France. C'est toujours compliqué d'attribuer certains objets à des Vikings, mais on a retrouvé notamment des armes, comme par exemple cette épée. C'est pas n'importe quel objet, une épée, hein. C'est une arme de guerre, c'est un objet guerrier, mais c'est aussi un objet statutaire. Donc on voit que de prestige. De prestige. On voit que le pommeau ici a été très travaillé. Et puis les guerriers plus ordinaires, j'ai envie de dire, ils vont avoir d'autres types d'armes. Des haches. Quand on pense aux Vikings, on ne pense pas à l'épée, on pense à la hache en général. Mais en réalité, l'arme la plus commune, ce sont les lances. Ça coûte pas cher à fabriquer, donc tout le monde peut se fabriquer et peut avoir une lance, ce qui n'est pas le cas de l'épée ou même de la hache. La hache nécessite aussi un acier de bonne qualité. Dans les vitrines, on ne trouve aucun casque à cornes. S'ils existent à l'âge viking, dans un cadre religieux, ils ont été popularisés par les mises en scène des opéras romantiques allemands de Richard Wagner au XIXe siècle. Mais au combat, ces casques à cornes n'ont en fait jamais été portés par les Vikings. Par contre, juste en dessous, qu'est-ce que c'est, tous ces petits fragments? C'est un trésor qui a été enfoui à la toute fin du IXe siècle. C'est un trésor qu'on pourrait qualifier de viking. Parce qu'il y a très peu de monnaies carolingiennes. Il y en avait 2.
à côté des monnaies originaires d'Angleterre, on a aussi un dirham qui est originaire du monde arabo-musulman, et on a des petits fragments là de lingots. Pour ramasser un tel butin, les Vikings pillent, extorquent des rançons ou développent des routes commerciales. Et à la fin du IXe siècle, les Scandinaves semblent être partout. Leurs offensives débouchent sur des conquêtes en Angleterre ou en Irlande. Leurs hordes déferlent le long des côtes d'Espagne, au nord de l'Afrique et en Italie. À l'est, ils participent à la naissance de la Russe de Kiev, ancêtre de l'Ukraine et de la Russie. Ils commercent jusqu'à Constantinople et avec Bagdad, bouleversant la carte du monde médiéval. Alors je vois que juste à côté de ces épées et de ces haches, on a deux petits objets qui semblent quand même plus raffinés qu'une épée. Qu'est-ce que c'est ? Alors c'est ce qu'on appelle des fibules, donc ces fameuses broches ovales. Elles fonctionnent toujours par paires et elles étaient portées par des femmes pour attacher alors soit un tablier, soit une cape. Et entre les deux, très souvent, il y avait un collier de perles en verre multicolores qui pendait. Alors regardez par exemple les détails et le travail très minutieux sur ces deux broches. On distingue des petits animaux qui ressemblent peut-être à des chats ou à des félins, hein, avec en général les pattes qui s'entremêlent. Ces deux-là, elles ont été retrouvées en France, à l'entrée d'un petit village qui s'appelle Pitre. Elles appartenaient à peut-être une femme d'origine scandinave, on ne sait pas très bien. Mais ces broches nous racontent l'histoire de ces femmes. Et justement, quel était le rôle de ces femmes? Est-ce qu'il y avait vraiment des femmes guerrières? Je sais qu'il y a une tombe qui a été retrouvée à Birka d'une femme avec des attributs qu'on pourrait considérer comme guerriers. Alors qu'en est-il? Oui, alors d'ailleurs, elle a très longtemps été considérée comme une tombe masculine. Et dans cette tombe, il y a toute la panoplie du guerrier viking qu'on évoquait tout à l'heure, hein, les épées, les haches, les boucliers. Et dans les années 2015-2017, il y a des analyses ADN qui ont été faites et on s'est rendu compte qu'en réalité, les restes humains étaient ceux d'une femme. Est-ce que c'était une guerrière? Peut-être. Elle ne porte pas de traces de coups, de blessures, mais il y a plein d'autres hypothèses possibles. Hein. On est donc face à une tombe. C'est une mise en scène. On a choisi avec soin les objets qu'on allait placer dans la tombe. En fait, il y a une chose qui est certaine, c'est que cette femme était quelqu'un de très important. Est-ce qu'elle avait des fonctions guerrières, commerciales, un petit peu des deux à la fois, ou plus politiques? Ça, on ne peut pas le savoir, mais c'était une femme importante. En France aussi, les Vikings ne se conduisent pas seulement en guerriers, car ils veulent des terres. Certains de leurs chefs tissent alors des relations avec les Francs et les rois carolingiens. Rouen devient d'ailleurs le fief d'un des plus célèbres Vikings, Rollon. En l'an 911, le roi Charles le Simple lui propose une alliance. Protéger le royaume des Francs contre d'autres armées vikings qui souvent ont leurs propres ambitions. En échange, il reçoit des terres autour de Rouen et en Basse-Seine jusqu'à la mer, ainsi qu'un titre de comte. Rollon abandonne ses croyances religieuses polythéistes. Il accepte le baptême, puis un mariage chrétien. En 933, de nouvelles terres sont concédées et se dessine la Normandie, région des Hommes du Nord. Une histoire absolument exceptionnelle en France. Ces mélanges entre Scandinaves et d'autres peuples m'interpellent. À quoi ressemblaient les Vikings? Étaient-ils tous de grands blonds aux yeux bleus? Pour le savoir, je retourne au Danemark, à l'université de Copenhague, où le biologiste Ashot Margarian a participé à la plus grande étude ADN sur des squelettes de l'âge viking. Nous avons collecté environ 1 millier d'échantillons provenant de différentes parties de la Scandinavie et du monde viking. La plupart d'entre eux venaient bien sûr de la Scandinavie, mais nous avons également de nombreux échantillons de toute l'Europe du Nord. Et donc, votre matière première pour travailler, c'est ce type d'ossement que vous avez retrouvé. Voici quelques os que nous utilisons par exemple pour l'analyse. C'est une partie de l'os temporal.
Il contient de l'ADN de haute qualité provenant d'échantillons anciens. Nous travaillons également avec des dents. Nous utilisons en général les racines qui sont très bonnes pour extraire l'ADN. Ces techniques d'analyse sont récentes. Parue en 2020, l'étude génétique des Vikings a révélé au monde des résultats inattendus et a permis de réaliser des reconstructions de visages. Nous avons constaté par exemple que les Vikings étaient beaucoup plus diversifiés qu'on ne le pensait. Voici l'une des reconstructions de visage. Cet individu avait clairement les yeux bruns et les cheveux noirs. Comme vous le voyez, il ne s'agissait pas du Viking cliché aux cheveux blonds et aux yeux clairs. Mais cet individu avait plutôt l'air originaire du sud de l'Europe. Statistiquement, les Vikings présentaient sans doute un pourcentage plus élevé de personnes aux cheveux foncés, par rapport aux Danois d'aujourd'hui par exemple. Et c'est une chose à laquelle on ne s'attendait pas. Ça met en lumière le fait quand même qu'il y avait beaucoup de mélanges avec d'autres populations. Nous avons découvert qu'au cours de l'âge viking, il y a eu un flux génétique important en direction de la Scandinavie, en provenance de l'Europe du Sud et de la région baltique à l'est. C'est quelque chose qu'on ne savait pas. On pensait que les Vikings partaient de chez eux et faisaient des raids, mais il y a eu aussi un flux de gènes étrangers vers la Scandinavie. Et les chercheurs pensent que c'était, entre autres, des gènes d'esclaves ou de marchands se mêlant aux Scandinaves. Plus surprenant encore, ces études ADN ont prouvé que des squelettes retrouvés dans un cimetière viking sur une île écossaise appartenaient à une population locale. Autrement dit, on n'avait pas besoin d'être scandinave. Être viking, c'était plutôt un mode de vie. Poursuivant leur expansion, des explorateurs vikings, principalement en provenance de Norvège, découvrent vers 860 un territoire très isolé, à plus d'1 millier de kilomètres de leur pays, l'Islande. D'après les historiens, les anciens Scandinaves se sont établis dès 870 sur cette île au climat rude, terre à la fois de glace et de feu. Mais depuis peu, des archéologues remettent en question cette version communément admise. Me voici dans un fjord à l'est de l'île, à Stød. C'est ici que se trouve l'un des sites de fouilles de l'âge viking les plus énigmatiques. Et chaque saison de fouilles révèle de nouveaux résultats. Depuis 2015, l'archéologue Bjarni Einarsson exhume des vestiges de maisons qui déconcertent les historiens. Ici, en Islande, on est quand même sur une terre assez rude. Pourquoi les Vikings sont venus coloniser l'Islande? Ils n'étaient pas perdus en mer. Ils recherchaient activement des ressources dans toute la zone de l'Atlantique Nord, pour récolter les richesses si attirantes pour le marché européen. Pour le moment, 2 maisons ont été retrouvées sur ce site, l'une sur l'autre. La plus petite est une ferme de colons datant des années 870 avec ses restes d'animaux d'élevage, ce qui correspond à la période reconnue de l'installation en Islande. Mais c'est l'autre maison qui intrigue Bjarni. Ce qui est remarquable ici, c'est que sous la ferme de colons se trouve une autre maison, beaucoup plus grande. Pour le moment, nous disposons de datations au carbone 14, qui la situe peu après l'an 800, quelques décennies avant la colonisation. Alors, ce n'était pas une habitation permanente, car il n'y a pas trace d'animaux d'élevage. C'était plutôt une habitation saisonnière qui permettait d'extraire les ressources de la région. D'après les recherches de Bjarni, cet énorme bâtiment de plain-pied dépassait les 43 mètres de long. Ces murs, conçus avec de la tourbe isolante et de l'herbe, faisaient 2 mètres d'épaisseur. Il existait peu d'ouvertures et quelques cheminées sur le toit couverts de gazon. La maison
aurait accueilli entre 30 et 60 personnes sous la direction d'un chef ou du représentant de plusieurs chefs. Sur ce chantier de fouilles, quel type d'objet vous avez pu trouver qui se réfère justement à ce vieux bâtiment? Pour l'instant, assez peu. Mais nous avons du jaspe, de la calcédoine et du fer. Et puis les pierres à aiguiser. Ces pierres servaient forcément à aiguiser et couper quelque chose. Nous en avons déduit que couper des choses était important sur ce site. Ils devaient sans doute dépecer des animaux comme des baleines, des requins et des phoques pour extraire de l'huile de ces mammifères marins. La production s'est faite en telle quantité qu'elle devait être destinée à l'exportation. Ces objets nous montrent que ces gens faisaient du commerce. Cette exploitation des ressources de l'île, pratiquée uniquement à la belle saison, montre qu'il y aurait eu une première étape d'occupation avant l'installation définitive. Lorsque les gens sont arrivés ici pour la première fois et qu'ils ont produit différents biens, ils ont rapporté chez eux non seulement leurs produits, mais aussi leurs connaissances sur cette île nouvelle au milieu de l'océan Atlantique. Les gens ont donc commencé à traverser l'Atlantique pour s'installer en Islande. Cette phase précoce, que l'on peut appeler la phase saisonnière, est donc absolument nécessaire. Et c'est sur cette base que les gens ont décidé de venir sur l'île pour y habiter durablement. En fait, les Vikings, ce n'étaient pas seulement des explorateurs qui fonçaient tête baissée en laissant tout derrière eux, mais c'était vraiment une démarche réfléchie où ils ont prospecté, ils ont étudié les ressources à disposition et leur colonisation a été bien plus progressive que ce qu'on voulait penser. Les gens ne déménagent pas sans avoir des informations sur l'endroit où ils se rendent. Ils n'y vont pas au gré du hasard ou par accident, ni parce qu'ils se perdent en mer. Si je peux le prouver, cela pourrait changer la perception de l'histoire de l'Islande, assez radicalement. À partir de la fin du 9e siècle, c'est près de 20 000 Scandinaves qui s'installent en Islande. Pour en savoir plus sur leur vie quotidienne, je me rends à l'ouest de l'île, à Eriksstadir, où on va pouvoir visiter une ferme reconstituée sur son emplacement d'origine. Rain Mason, la propriétaire des lieux, m'offre une plongée dans le mode de vie de ces familles de colons. Bonjour. Bonjour. Qui possédait ce genre de maison à l'époque? De simples fermiers appelés bondis. C'étaient des hommes libres qui cultivaient des parcelles de terre qu'ils avaient revendiquées. Vous me faites visiter? C'était donc le cellier. On y mettait le bois de chauffage, les outils précieux de la ferme qu'on ne voulait pas laisser dehors. Ensuite, c'était l'espace de vie principal. Hyper apaisant ici. Une vingtaine de personnes pouvaient y vivre, le fermier, sa famille et tous ceux qui travaillaient à la ferme. On dormait de ce côté, en même temps, c'était le salon. On s'asseyait ici, autour du feu, et on y cuisinait. Dans ce type de maison, c'est la femme du bondi qui dirige, on peut le dire. L'épouse avait un rôle très important dans la maison. Elle devait s'occuper de la nourriture, gérer la famille, y compris les esclaves, et elle était responsable des clés. Les clés du garde-manger, de la porte d'entrée et même du coffre pour l'argent. C'est elle qui prenait les décisions pour maintenir la santé financière de la famille. Les femmes tissaient également beaucoup. C'est un labeur qui demande un travail intense. Ce que les hommes récoltent à la ferme suffit juste pour maintenir en vie tout le monde. Mais ce que la ferme vend réellement, ce sont les textiles que les femmes fabriquent. Les hommes et les femmes avaient donc des rôles différents, mais les femmes étaient des membres importants de la communauté. Mais ça reste quand même une société patriarcale. Malheureusement, il s'agit toujours d'une société patriarcale. C'est juste que les femmes y avaient davantage de droits qu'en Europe centrale.
dans cette ferme en particulier aurait vécu la famille du chef viking Éric le Rouge. D'après les sagas, Éric le Rouge poursuit l'exploration de territoires inconnus en fondant au Groenland la première colonie européenne au Xe siècle. Autour de son fils Leif Erikson, une génération d'audacieux découvre, vers l'an 1000, le nord de l'Amérique, une terre qu'ils appellent Vinland, soit 500 ans avant Christophe Colomb. L'épopée viking a mené ainsi à de formidables accomplissements. Même sur le plan politique et juridique, les Scandinaves mettent en place un système innovant. En Islande, il n'y a pas un roi au pouvoir absolu. En fait, ici, les colons scandinaves vont mettre en place à partir de 930 une structure politique assez originale. Un État libre, gouverné par des hommes libres. C'est ce qu'on appelle l'Althing. L'Althing qui est directement inspiré du Thing importé de Scandinavie. L'archipel est donc dirigé par des chefs locaux qui se réunissent une fois par an ici, dans ce lieu absolument majestueux, Thingvellir. On considère l'Althing comme le premier parlement d'Europe, fondé en 930. Sans doute sur ce rocher, un orateur proclamait les lois à voix haute. Dans ce cadre, chaque participant pouvait prendre la parole sur les affaires collectives ou commerciales. Il serait cependant exagéré de voir dans l'Althing une institution démocratique. L'individu comptait peu, le groupe décidait des sanctions pour les crimes et délits commis. En Islande, les traditions scandinaves ont ainsi évolué sous l'impulsion des colons. Qu'en était-il de leurs pratiques religieuses polythéistes? Quelle divinité vénéraient-ils? Pour le comprendre, j'ai rendez-vous dans un paysage lunaire façonné par une intense activité volcanique. Terry Gunnel a passé sa vie à étudier les mythes nordiques. Il me guide dans cet immense champ de lave où sont tapis les signes d'un mystérieux rituel. Nous y voilà, la caverne de Surt. Oui, c'est absolument énorme. Alors Terry, ici en fait on dirait presque un paysage de fin du monde. Une éruption volcanique s'est produite à peu près au même moment où les premiers colons se sont installés ici, vers 870. Ce sont des choses qu'ils n'avaient jamais vues en Norvège auparavant. Pour eux, il s'agissait forcément d'un phénomène surnaturel. Est-ce qu'il y a une divinité qui est liée à ce lieu en particulier? Pour la plupart des habitants des pays nordiques, il y avait les dieux d'un côté et de l'autre, des figures destructrices ou nées avant les dieux, que l'on appelle parfois des géants, et qui sont associés à la glace, par exemple, ou au feu. Celui qui brûle le monde à la fin des temps, c'est Surt. C'est lui qu'on a associé à une grotte de cette taille et au feu sous la terre. C'est parti, descendons. Ces mythes nordiques sont mis par écrit pour la première fois en Islande, notamment dans l'Edda en prose de Snorri Sturluson au XIIIe siècle. Odin en est le dieu souverain. Son fils, Thor, protège les dieux à l'aide de son célèbre marteau. Face à eux, le dieu Loki ou des créatures maléfiques comme le loup Fenrir et Surt mèneront le monde à sa perte lors d'un combat final appelé Ragnarok. Et dans cette caverne, les anciens Scandinaves cherchent à lutter par tous les moyens contre cette fin du monde. Alors Terry, au bout de cette caverne, on voit ce qui ressemble à un mur. C'est le cas. C'est l'une des plus grandes structures fabriquées par l'homme à l'âge viking. Elle mesure environ 3 mètres de haut et approche les 10 mètres de longueur. Certains des blocs de ce mur pèsent plusieurs tonnes.
Nous connaissons deux interprétations à propos de cet endroit. La première, c'est que des hors-la-loi vivaient là et qu'ils cherchaient sans doute à se protéger. L'autre histoire parle de croyance en une créature qui aurait vécu au fond de la grotte et ce mur devait l'empêcher d'en sortir. Qu'est-ce qu'on peut trouver derrière ce mur? Telle est la question. Allons jeter un coup d'œil. Yeah. Les Vikings ont vraiment défié les éléments en parcourant des kilomètres dans ces galeries obscures pour se protéger du géant de feu. Au fond de ce tunnel de lave, nous approchons d'un édifice étrange qui questionne encore les archéologues. À quoi était-il dédié ? La raison d'être de ce site est un énorme mystère, surtout à cause de ce qu'on peut voir devant nous. Cette collection d'ossements qui, à l'origine, devait avoir une hauteur d'environ 30 cm. Et ce que nous avons là, c'est un mélange d'eau brisée de bétail et de porc en particulier. Il y a aussi quelques chevaux, quelques moutons, mais jamais de jeunes animaux. Est-ce un sacrifice ? Le sacrifice implique souvent de changer la forme d'une chose en une autre forme, en la brisant par exemple. C'est donc possible que des sacrifices aient été pratiqués ici pendant une longue période. Et vous pensez que ces sacrifices d'animaux, ils ont été faits pour éloigner Surt, justement? Ce serait l'endroit idéal, en somme, pour nourrir le démon du feu. Et juste à côté, on voit une structure de pierre très étrange. Qu'est-ce que c'est? Oui, encore plus surprenant. Cette structure que nous voyons ici, certains l'ont d'abord décrite comme un bateau, mais elle forme davantage une maison. Est-ce qu'on pourrait dire d'une certaine manière que ici, on se trouve dans la maison de Surt? Symboliquement, tout cet endroit ressemble à un vaste temple. Donc, est-il possible qu'il s'agisse d'une zone délimitée où se déroulaient des rituels? Pourquoi est-ce qu'ils faisaient ces rituels? Est-ce qu'ils pensaient vraiment pouvoir arrêter Surt? Une chose est sûre, l'activité volcanique suscitait de grandes craintes. Sans doute, des rituels permettaient d'y faire face pour un groupe particulier ou des générations de personnes qui venaient ici régulièrement. Les pratiques religieuses nordiques se composaient ainsi de rites pour répondre à des périodes de crise, s'attirer la faveur des dieux, mais aussi pour marquer des passages comme celui des funérailles. Les sacrifices étaient au centre de ces pratiques. Et certains font froid dans le dos. C'est au Danemark que je vais le découvrir. À l'Aireux, l'archéologue Julie Nielsen m'explique toutes les facettes de ce site étonnant, jusqu'aux plus terrifiantes. À cet endroit, nous avons découvert ces pierres étonnantes qui forment un énorme bateau en pierre. À l'origine, il mesurait 80 à 90 mètres de long, ce qui est plutôt impressionnant. Autour des pierres et sous la terre, nous avons découvert un cimetière viking. Nous pensons que ce bateau est une sorte de symbole. C'était sans doute un lieu sacré où on enterrait les défunts vikings et ce bateau les emmenait dans le royaume des morts. Quand on dit qu'on enterre ici des vikings, on parle de quels vikings? C'était des vikings plutôt riches? C'était des guerriers? On a trouvé 55 tombes. Ce que nous savons, c'est qu'il s'agit de gens ordinaires, pas de famille royale. C'étaient des fermiers car ils ne montrent aucun signe propre aux guerriers vikings, comme des marques de blessures. L'Aireux était aussi un lieu de culte où se tenaient de grandes cérémonies présidées par les élites locales, mettant en scène des processions rituelles. Les fragments de la tapisserie d'Osberg, réinterprétés en dessin, offrent des indices sur leur déroulement. On y voit des chariots,
des chevaux, des hommes et des femmes portant des armes, des cornes ou un masque d'animal. Et cette scène de pendaison reflète l'un des sacrifices probables à l'Aïre. Aux environs de l'an 1000, un évêque allemand a visité l'Aïre. Il a écrit qu'à l'Aïre se pratiquaient de nombreux sacrifices. Tous les 9 ans, les Vikings auraient sacrifié 99 chevaux et 99 humains. Il a donc décrit que beaucoup d'activités de culte se déroulaient à l'Aïre. Est-ce qu'ici, à l'Aïre, on a pu avoir des traces de ces sacrifices? Nous avons ici une preuve archéologique de sacrifices humains. Nous avons trouvé ce qu'on appelle une tombe d'esclave parce qu'un homme y est enterré et qu'au-dessus de lui se trouve un autre homme. Ce dernier est décapité et ses mains, comme ses pieds, sont liés. Ça pourrait signifier que si vous avez eu un esclave dans la vie, vous devez aussi garder un esclave avec vous après la mort. C'est peut-être une explication. À la fin du Xe siècle, un changement profond mettra bientôt fin à l'âge viking. L'unification des royaumes scandinaves avec à leur tête un seul roi et un seul dieu. L'ensemble archéologique de Jelling incarne ce basculement avec une forme de navire de pierre, ses monts artificiels, ses pierres runiques et son église. La spécialiste Anne Pedersen nous éclaire sur l'importance de ce lieu, considéré comme l'acte de naissance du Danemark. L'ensemble du site a dû être créé par la famille royale. Le roi Gorm a probablement été le fondateur du site. Et très vite ensuite, son fils, le roi Harald, celui que l'on connaît aujourd'hui sous le nom de Harald à la dent bleue, a développé le site. C'était un site de rassemblement utilisé à des occasions spécifiques, lorsque beaucoup de gens se réunissaient, venant probablement de la région qui intéressait le roi Harald ou sur laquelle il régnait déjà. Et tous se retrouvaient ici. La première assemblée a permis sans doute à tout le monde de reconnaître Harald comme leur roi. C'était un roi très ambitieux, un innovateur. Mais il savait aussi qu'il fallait évoluer et se tourner vers l'avenir. Or, l'avenir est surtout à cette époque un avenir chrétien. Pour renforcer son pouvoir, le roi Harald opère un virage vers le christianisme. Il élève sur ce site une pierre runique, c'est-à-dire une pierre gravée avec des runes, le système d'écriture des Scandinaves médiévaux. Il s'agit en général d'un monument à la mémoire de personnes décédées. Mais Harald a choisi de renouveler cette tradition. On pense qu'il s'agit d'une pierre runique qui a été érigée pour commémorer ses parents, bien sûr, mais aussi pour commémorer ses propres succès. Il a décidé de mettre l'accent sur le fait qu'il a conquis tout le Danemark et la Norvège et qu'il a rendu les Danois chrétiens. Il s'agit là d'une déclaration très politique. Nous sommes désormais un royaume chrétien. Mais il est possible que le roi lui-même ait été chrétien et qu'il ait investi sa foi dans ce monument. Vers 965, la pierre de Jelling est peinte avec des couleurs vives selon les pratiques de l'époque. On distingue nettement les 3 faces de la pierre. L'une avec le texte d'Harald décrivant ses accomplissements. L'autre avec l'image d'un animal enlacé par un serpent, typique de l'art nordique. Et la représentation chrétienne de Jésus dans une posture triomphante, entouré de branches symbolisant peut-être l'arbre de vie. Ici, le projet d'Harald, c'est de nous raconter une histoire. J'ai christianisé le Danemark. On peut être d'accord sur le fait qu'à l'époque, la plupart des gens étaient déjà christianisés. Il est difficile de l'affirmer à partir de la pierre runique, mais je crois que cette transition a été pacifique.
Je ne pense pas que le texte signifie qu'il a converti de force tous les Danois. À mon sens, beaucoup de Danois étaient déjà chrétiens ou prêts à accepter le christianisme, parce que des missionnaires s'étaient établis ici depuis longtemps. À ce stade, nous observons un basculement. Des royaumes se forment avec une royauté comparable à celle que l'on trouve en Europe. L'âge viking s'achève dans la seconde moitié du XIe siècle. En 300 ans, les contrées scandinaves se sont changées en royaumes chrétiens, prenant la forme que nous leur connaissons aujourd'hui. Si l'on en sait davantage sur les différents visages de ceux qu'on appelle vikings, les découvertes archéologiques soulèvent encore de nombreuses questions à leur sujet. Une chose est certaine, les Vikings ont exploré une large partie du globe et les légendes qu'ils ont suscitées, elles aussi, ne cessent de se réinventer dans notre imaginaire collectif.